De retour sur la matinale de TV Finance, bienvenue si vous nous retrouvez, c'est le moment de notre interview éco comme chaque jeudi. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir notre invité en duplex, il s'agit de Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes auteur et spécialiste de l'économie et des finances. Vous rédigez d'ailleurs de nombreux articles sur des sites économiques et financiers comme notamment Café de la Bourse ou Coin Tribune. Aujourd'hui, nous allons parler crypto-monnaie. Mais déjà, Thomas, est-ce que l'on pourrait faire un rapide retour en arrière et parler des effets marquants du Bitcoin, son évolution bien sûr depuis 2020, surtout la fin de l'année. Comment est-ce que le Bitcoin s'est comporté, son taux actuel et à quoi a été due son explosion. On est passé de 38 000 versus 65 000 $ en un an. Oui, c'est sûr, on a eu un mouvement médiatique absolument considérable. Et pour recontextualiser le Bitcoin et son mouvement, c'est assez simple en réalité. Il faut voir que depuis le sommet de 2018, les marchés financiers étaient entrés dans une situation de pénurie de liquidités, de survalorisation. Et donc forcément, les actifs les plus spéculatifs, comme le Bitcoin, ont été directement impactés. Donc on a eu cette baisse continue. Et puis avec le crash Covid, finalement, en mars 2020, on a eu une situation complètement opposée. On est passé d'une situation de pénurie de liquidités à une situation de surabondance complète des liquidités, notamment parce que les banques centrales se sont mises à créer massivement, à racheter massivement des dettes publiques. Ça a été une situation très favorable aux crypto-monnaies puisque on est entré dans une situation d'abondance de liquidités, de diminution du stress financier. Et donc tout ça, statistiquement, c'est des signaux acheteurs et positifs pour les crypto-monnaies. Et donc à partir du printemps 2020, on est entré dans une situation de hausse progressive et lente des crypto-monnaies. À l'automne 2020, on a eu un nouveau tournant, notamment avec l'annonce de PayPal, et puis également la volonté de banques d'affaires, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., d'entrer sur le marché des crypto-monnaies à coût de milliards de dollars finalement. Et donc ça a été un second élément déclencheur. Et puis en début d'année, on a eu notamment l'annonce de Tesla qui a provoqué un engouement médiatique, qui a aussi provoqué l'arrivée massive de particuliers. Et ça, c'était un signal plutôt, avec le dépassement du niveau des 30 000 $, le Bitcoin, c'était un niveau plutôt de survalorisation. Et effectivement, depuis, on est revenu sur ces niveaux de début d'année qui ont été impulsés par des entreprises comme Tesla, etc. Est-ce qu'on peut dire toujours que le Bitcoin est une monnaie mondiale, rapide et sécurisée? Et surtout, comment est-ce qu'elle va se comporter là avec la reprise économique? Est-ce qu'on parlait justement de cette très belle surprise avec des rentrées de gros groupes industriels comme Tesla? Est-ce qu'il va y avoir encore de belles surprises en termes d'investissement de ces entreprises institutionnelles dans le futur? Alors déjà au niveau mondial, il faut voir que les crypto-monnaies sont répandues au niveau mondial, c'est ce qui fait aussi leur succès, c'est-à-dire qu'on peut très bien les utiliser à n'importe quel endroit du globe. Ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ce sont évidemment des technologies numériques qui sont utilisées par les plus jeunes. En 2015, plus de la moitié des utilisateurs de Bitcoin étaient des jeunes entre 18 et 34 ans. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le marché a complètement évolué en un an, c'est-à-dire qu'on est passé d'un marché plutôt de particuliers. Aujourd'hui, on est véritablement dans un marché institutionnel. On a aujourd'hui même un marché de produits dérivés qui est également considérable. Et donc tout ça fait que le Bitcoin s'est complètement, et les crypto-monnaies au sens large, se sont complètement transformées en l'espace d'un an. Maintenant, au niveau de la reprise, à quoi on pourrait assister? Il faut voir que à moyen terme, on est dans une situation de pénurie de liquidités. C'est pour ça aussi qu'on a de l'inflation, plus ou moins. Et donc tout ça, c'est un facteur baissier sur les crypto-monnaies. C'est aussi un signal de correction pour les actions, généralement dans les semaines, mois qui suivent, parce que les liquidités manquent à moyen terme. Du fait de la reprise, les États ont besoin de financement encore considérable. On parlera de déficit public, même si en réalité, ils deviennent structurels. Mais tout ça fait que les liquidités peuvent manquer pendant la reprise. On pourrait avoir des mouvements intéressants sur le Bitcoin et les crypto-monnaies d'ici octobre-novembre, notamment si on regarde au cycle de marché et en partie à la volatilité et à la saisonnalité. Donc tout ça fait que la reprise va impacter dans un sens comme dans l'autre les crypto-monnaies. Tout dépendra de l'abondance de liquidités.
évidemment, au niveau mondial, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. On peut le voir au Salvador, où le Bitcoin a été légalisé. On a vraiment une mondialisation, finalement, des crypto-monnaies. Il faut savoir que le nombre d'utilisateurs des crypto-monnaies s'approche probablement de 200 millions dans le monde aujourd'hui. C'était 100 millions d'utilisateurs Bitcoin il y a un an. C'est vraiment des monnaies extrêmement répandues qui sont utilisées, il faut le rappeler, autant au niveau interbancaire. C'est pour ça que les banques centrales aussi en ont finalement un peu peur, qu'au niveau des particuliers. Absolument. Tout à fait. C'est des monnaies extrêmement répandues au niveau mondial. Quelles seraient les dérives possibles dans le futur ? Alors, je pense qu'on peut regarder à quelques indicateurs assez simples, notamment les liquidités. À long terme, on devrait avoir une abondance relative de liquidités jusqu'en 2024-2025. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un marché dérivé aujourd'hui sur crypto-monnaie et qu'on a des institutionnels qui sont positionnés. Ça change complètement la donne par rapport à ce que c'était par exemple en 2017 et 2018. Aujourd'hui, le marché s'est transformé et donc ça prémunit finalement, je pense, le marché contre un effondrement complet. Maintenant, à long terme, si on a une abondance de liquidités, ça va être plutôt favorable aux crypto-monnaies, notamment si les actions surperforment également à côté et ainsi de suite. Donc, peut-être que le niveau des 30 000 $ reste un peu un niveau de survalorisation pour les prochaines années, mais globalement, on a un niveau incompressible, je pense, sur le prix du Bitcoin. Et si on regarde à la répartition de l'offre, qui est par exemple celui des 10-12 000 $, donc on est évidemment... c'est peu probable qu'on soit confronté à un effondrement complet du marché, c'est très très peu probable, de même pour les actions, puisque la situation fondamentale reste assez claire. Donc dans les prochaines années, les signaux sont plutôt positifs, il va falloir finalement jouer sur certains rebonds, certains éléments puissants qui vont pouvoir apparaître, d'autant plus qu'on est dans une période économique très particulière, où il y a une hausse des prix, et une stagnation du PIB finalement, si on compare au niveau d'avant-crise. Et donc tout ça va faire qu'on va avoir des mouvements du prix des actifs très pertinents par rapport aux indicateurs économiques, volatilité, liquidité, et ainsi de suite. Merci Thomas Andrieux. Je rappelle que vous êtes auteur et spécialiste de l'économie des finances. Et si on veut retrouver toutes vos analyses, eh bien, on se rend sur des sites financiers comme notamment Café de la Bourse ou Coin Tribune. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous sur TV Finance.